La marchandisation de la culture que le gouvernement néolibéral défend est en train de casser l'exception culturelle française. Il n'y a pas un seul film qui montre des problèmes ouvriers, il n'y en a pas. Nous sommes en retard. Mais en fait, j'étais très en colère. On ne doit pas laisser le cinéma français tranquille. Ce qui me pousse à continuer, c'est Les gens qui n'ont pas accès à la parole. On se doit de leur faire de la place. Je suis au courant de tout. Bienvenue dans le futur. Et bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode du podcast Et pourtant ça tourne. Aujourd'hui on va parler des films queer et en particulier des films queer qu'on a pu voir à Cannes ces précédentes années et aussi d'un film en particulier, Jim Queen, et pour ça on reçoit les PD de l'assaut, c'est-à-dire tout le monde. Donc aujourd'hui nous avons avec nous Mao. Bonjour Mao. Hello. Et on a aussi Elios. Bonjour Elios. Hello. Elios, comme toi tu as été à Cannes cette année, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu as vu toi, qu'est-ce qui t'a marqué dans cette sélection queer et tout, ton avis, tout ça, bref, est-ce que tu peux nous en parler ? Ouais, carrément. Cette année déjà, c'était la première fois que la Queer Palm accueille autant de films dans sa sélection. Donc la Queer Palm, pour rappel, c'est un prix qui est décerné à un film queer, enfin avec des thématiques queer en tout cas, qui est à Cannes, donc toutes sections confondues. Et cette année, il y avait 21 films et il n'y en a jamais eu autant. L'année dernière, par exemple, il n'y en avait que 16. Donc c'était une grosse année de films à thématique queer. J'en ai vu pas mal, des très différents et c'est vrai que Jim Queen dont on va parler fait clairement sort du lot pour plein de raisons et c'est hyper intéressant je trouve de voir comment le film fonctionne et de voir aussi comment les autres films qui étaient cette année à la Queer Palm vont fonctionner, parce qu'il y en avait notamment énormément en compétition officielle et enfin voilà, on voit que c'est des thématiques dont s'emparent de plus en plus les autoristes, les réals et qui est de plus en plus financé aussi vu que ça fonctionne aussi bien. Je pense que c'est des films cette année qui étaient assez qui tendaient vraiment vers quelque chose de très dramatique, de très mélo. Étonnamment d'assez triste, et c'est pour ça que Jim Queen aussi sort vraiment de ce truc là parce que l'esthétique est complètement opposée à tout ce que j'ai pu voir, et puis il y a eu aussi pas mal de documentaires cette année dont j'aimerais bien parler un petit peu après, qui vont sûrement passer beaucoup plus sous le radar cette année comme tous les documentaires. mais voilà, et d'ailleurs c'est marrant parce que tous les documentaires que j'ai vus traitent de thématiques trans, donc je crois que j'ai pas vu de film de fiction qui traite de ces thématiques, donc c'est assez intéressant de voir comment la transidentité est toujours pour l'instant un sujet vraiment traité que ancré dans le réel et que les gens ont peur d'écrire dessus ou c'est pas financé par des circuits traditionnels de fiction. Voilà, je pense notamment à Cœur secret et à Virage qui étaient à l'Acide en documentaire. Et puis voilà. Avant Jim Queen, moi j'ai vu un autre film qui est passé à Cannes cette année, qui est même pas du coup dans la liste des films queer parce que c'est pas dans la bande-annonce et c'est pas écrit que ça va être un film qui est d'ailleurs pour moi peut-être même pas queer parce que queer est un terme politique et c'est pas un film politique. C'est le film Les Caprices de l'Enfant Roi que j'ai été voir avec Artus, que j'ai été voir parce que je suis très fan de Cyrano de Bergerac et quand j'ai vu la bande-annonce qui raconte l'histoire d'Artagnan vieux, joué par Franck Dubosc, qui récupère Louis XIV enfant, qui le donne à Artus en lui disant tu le caches parce que les Français veulent le tuer, c'est la fronde. Artus, joué par Cyrano de Bergerac, joué par Artus. J'ai pas compris ce que je voyais. J'ai trashé le film pendant une semaine et par honnêteté intellectuelle, je suis allée le voir et je me suis rendu compte donc qu'ils avaient fait un film avec une relation gay entre Cyrano de Bergerac et Molière, enfin pas directement puisque ils reprennent la pièce de théâtre originale qui fait que Cyrano se retrouve intermédiaire à écrire une pièce de théâtre pour son amie comédienne pour qu'elle puisse draguer et choper Molière. Donc il écrit ce qu'il pense vis-à-vis de Molière en le faisant jouer par une femme. Moi le film m'a étonnamment fait rire parce que j'adore Cyrano de Bergerac et je trouve que Artus est étonnamment bon dans le rôle, mais c'est pas un film que j'irais conseiller. c'est pas terrible comme film du tout, mais voilà. Et puis ça m'a un peu fait de la peine parce que pour ceux qui ont lu
Cyrano, il reste vraiment fidèle à ce qui arrive au personnage. Et... Ah, super. C'est terrible. Voilà. Pour ceux qui n'ont jamais lu Cyrano, il meurt à la fin. Hein. Il se prend une poutre dans la gueule. Ouais. Et malheureusement pas celle de Molière. Non, parce que pour le coup, pour ceux qui connaissent Cyrano mais qui n'ont pas tout le lore autour, Cyrano était un vrai gonze qui a vécu environ à l'époque de Louis XIV, qui avait non pas un long pif mais un gros pif et qu'on a transformé en J'ai long. très peur de ta phrase. Faut le savoir. Non mais J'ai cru que tu allais dire non pas un long pif mais un long paf. je me doutais, mais justement j'en parlais avec une amie fan de Cyrano qui m'expliquait que sur les scènes de théâtre on voyait pas les gros nez mais qu'on voyait les longs nez et du coup c'est pour ça qu'ils l'ont changé pour les spectateurs, mais voilà, c'était un vrai gonze et techniquement l'histoire pourrait tenir parce qu'ils ont tous plus ou moins été contemporains. C'est pour ça que le film s'ouvre par un carton qui s'intitule Cette histoire est strictement vraie, seulement elle n'est pas validée par les historiens. Ok. Et du coup, ce film n'était pas la Queer Palm. Non. Bon, on se demande pourquoi. Ouais, grave. Mais du coup, ça me fait penser que la Queer Palm, je trouve que c'est un prix un peu étrange parce que j'ai un peu l'impression qu'à chaque fois, juste ils regardent si dans le synopsis il y a vite fait le mot lesbien, trans ou gay et qu'ils le mettent dans leur prog et qu'il n'y a pas vraiment de. Enfin, il n'y a pas de réflexion plus large que ça, quoi. À chaque fois, globalement, ils prennent tout ce qu'il y a de queer à Cannes. Sauf ça, manifestement. Sauf ça, vraiment. Et ça du coup, je me questionne grave sur ce que c'est un film queer en fait. Et est-ce que c'est les thématiques, est-ce que c'est la façon aussi dont est pensé le film, parce que du coup il y a des films que j'ai vus là à Cannes où par exemple du Fioul dans les artères où c'est certes une relation gay mais pour moi c'est pas du tout le sujet du film en fait. Et ouais, comme tu dis, queer c'est aussi politique et il y a des films carrément mais apolitiques voire de droite dans les films qu'il y avait à la Queer Palm. Tu crois que tu pourrais rappeler la définition de queer et pourquoi un film lesbien ou gay n'est pas nécessairement queer et inversement un film qui n'est pas lesbien ou gay ou bi etc peut être un film queer? Parce que des fois, il y a des films qui sont queer par essence, mais qui ne représentent pas nécessairement des personnes. Je sais pas si, mais il y a aussi une esthétique et un monde queer, je trouve. Moi, je le vois comme la version politique de LGBT, quoi, globalement, où, avant d'être une sorte, comment on dit, de parapluie d'identité qui est plutôt juste un mouvement politique avant tout et qui dépasse largement les identités. Et ouais, pour moi un film queer c'est un film un peu comme Les Reines du Drame, je trouve que c'est le film qui représente le plus ça parce qu'il est aussi visuellement, je pense que c'est un peu ça que tu voulais dire, parce que le film est fabriqué avec peu d'argent et que c'est très camp et tout. Bien sûr tous les films queer ne sont pas camp, mais je trouve que c'est aussi une façon de produire, une façon de raconter les histoires qui est un peu chimérique, différente quoi, de la norme, pas juste de montrer des couples ou des identités de genre différentes. Parce que si tu veux, par exemple, il y a un film que j'ai vu il y a quelques années que j'aime bien, c'est Plaire, aimer, courir vite. Mais déjà c'est un film qui coche littéralement, si tu dessines sur ce que j'ai fait, une carte, tous les clichés des films hétéro-sida, il les a tous. Et c'est pour le coup un film que je considérais pas comme queer, même s'il représente un couple gay à l'écran. Mais ouais, pour moi, la queerness et tout, c'est tout ce qui va sortir de la norme. Et au-delà de juste des identités sexuelles ou relationnelles et tout, c'est plus une identité politique à part entière. Genre tu peux être gay et queer, tu peux être gay et pas queer et être hétéro et queer en un sens. La queerness c'est vraiment sortir de la norme. Est-ce que la queerness peut se coller à toi parce que tu la fréquentes? Dans le sens où par exemple t'es dans un groupe de potes avec des gens qui sont gays, qui sont trans, qui sont lesbiennes et des fois il y a un hétéro, même ça arrive dans des groupes de potes et on voit de qui je parle. Est-ce que du coup la personne peut être queer parce qu'elle fréquente quasi qu'un cercle queer? Dans un sens, oui, mais ça dépend d'autres choses aussi. C'est toutes les conditions matérielles de l'existence de cette personne. Genre, si t'es le bourgeois blanc du groupe, désolé, mais t'es pas queer. Mais par contre, si t'es l'hétéro alt, bizarre, qui arrive pas à sortir de chez soi parce que t'as de la dyspho et tout, écoute, good luck quoi, t'es queer. Moi, j'ai une pote qui est comme ça, genre, elle se maquille full alt, ultra goth et tout, elle est queer, même si elle sort avec des mecs, c'est ok, tu vois. Et c'est pareil pour le cinéma. Pour moi, un film, faut avant tout qu'il ait un travail esthétique de
la norme, enfin de la marge plutôt, et travailler son rapport à cette queerness pour être queer. Et il y a des films, comme tu l'as dit, des films où ça met en scène des relations gays, et la seule exceptionnalité, c'est d'avoir deux hommes qui s'embrassent. Et qu'il y en a un qui est séropos. Waouh, Attention. enfin, bravo. Mais il y a plein de films ou de séries, parce que ce que fait Netflix, c'est remettre les identités LGBT dans des normes hétérosexuelles. Enfin, c'est pas queer du tout. J'ai un contre-exemple qui m'est venu en tête. Bon, aussi ça aide parce que les deux réels sont gays, mais Jeanne et le garçon formidable, qui met en scène un couple hétérosexuel, est à mes yeux un film queer. Déjà pour la façon dont il aborde le sida, le fait que ce soit une comédie musicale, très inspirée du cinéma avec Jacques Demy, parce que je crois que c'est Olivier Ducastel a travaillé avec Demy, qui sont complètement red dingues. Dans les esthétiques des tenues de Jeanne, qui est une vraie fashionista, je trouve que c'est... Et aussi parce qu'il y a Act Up dedans, mais voilà, techniquement le couple n'est pas queer, mais c'est à mes yeux un film qui est... Ouais, mais ça m'a fait penser ce que tu dis. Pour moi, il y a des films comme tout le travail de Jacques Demy. Pour moi, on peut voir des films queer, alors que pourtant, ça dépeint que des hétéros, quoi, globalement. Après, il était. Il était, certes, il était, mais c'était pas très officiel. Oui. Après. Oui, non, mais voilà. c'était- Quand tu regardes les parapluies de Cherbourg, c'est des relations hétéros, mais ça tout reste est très gay. queer, quoi. Tout est... Ouais. J'aurais voilà, plus dit tout est les demoiselles. Oui, les demoiselles Mm. aussi. Mm. Mais les parapluies de Cherbourg, t'as toute cette ce regard sur l'hétérosexualité en mode c'est la peine maximale, quoi. Genre personne n'est heureux à la fin. Et il a fait un film queer, Jacques Demy. Il a fait Parking. Je crois que c'est le seul où il y a une relation gay. Et le film s'appelle Parking. Il s'appelle Parking. C'est une adaptation de Orphée Eurydice et tout. Oh. Et je sais plus pourquoi, mais il y a une relation gay très rapide. Mais elle est là. Elle est là. Elle bravo. existe. Et voilà. Mais ça m'a fait penser quand t'as dit les films queer de Netflix. Le film qui a gagné la Queer Palm cette année, c'est Teenage Sex and Death at Camp Miasma. Déjà le de, nom. son nom, j'ai galéré à dire, mais de Oui. Jane Schoenbrunn qui a fait I Saw the TV Glow. C'est le film qui a gagné et ça a vraiment surpris tout le monde parce que vraiment c'était un film insupportable à regarder, j'ai trouvé, et qui justement reprend, enfin pour moi c'est un film Netflix LGBT et qui reprend toute cette forme visuelle queer. Toi t'as vu I Saw the TV Glow, Robin, je pense que tu vois ce que c'est un peu ça reprend un peu ce truc là mais avec un budget de fou, avec l'actrice là je sais plus son nom de Sex Education, donc voilà, enfin un casting 4 étoiles, et en fait elle essaye de pousser toujours plus loin en mélangeant le fantastique, le queer, parce qu'évidemment c'est toujours lié et tout, et ça devient juste trop, et en fait on n'est pas du tout avec elle, et le film est même je trouve vraiment de droite à des moments, alors que l'autrice est vraiment queer et tout, mais il y a une scène par exemple où en fait c'est en gros le plot du film, c'est un personnage jeune, une réal jeune qui représente la Gen Z et qui va rencontrer l'actrice de Sex Education qui représente les boomers, quoi, en Ouais. gros. Vagré. Non. Et il y a vraiment un moment où au début elle arrive et elle lui dit par contre mes pronoms c'est yel, elle, mais genre c'est fait d'une façon où vraiment, enfin pour moi la réelle se fout de sa gueule, quoi. Ouais. Et l'actrice de Sex Education, elle la regarde en mode ok meuf, genre, et vraiment c'est que ça tout le temps, c'est des blagues en mode les Gen Z en font trop et tout, et je vais pas spoiler le film, mais en gros la morale du film c'est les Gen Z arrêtez d'avoir le cul serré, laissez-vous faire, et enfin c'est super violenté, en gros c'est un peu ça la morale, c'est très bizarre, c'est très étrange, et pourtant c'est fait par une personne queer, hein, mais pareil, c'est un film qui en surface a l'air hyper novateur, hyper en marge, et en fait quand on regarde le budget, quand on regarde le cast, quand on regarde tout ça, on voit pour qui il est fait, quoi. Et Après, il y a une de tes phrases, et je pense que du coup tu vas peut-être rebondir dessus quand on parlera de Jim Quinn, mais que tu as dit en mode pourtant c'est une réelle queer. J'ai un pote qui m'avait dit quand on commençait à parler de films queer, gay, etc., qu'on arriverait au progrès vraiment quand on pourra dire qu'un film gay est nul. Et Il y en c'est a pas, pourtant. voilà. Et c'est pas parce que du coup un réal est concerné par ces sujets-là qu'il va nécessairement faire un truc bien. Et au contraire, des fois il y a des personnes hétéros qui peuvent faire des films qui sont bien, pas nécessairement parfaitement juste parce qu'ils n'ont pas le vécu d'une personne concernée, mais voilà.
Ouais, carrément. Et puis je pense que là, c'est un bon exemple parce que I Saw the TV Glow, son premier film, il est un peu flop en vrai. Enfin, en France, il est un petit peu flop. Je crois qu'il n'est même pas sorti en salle. Non, il me n'a pas semble. eu de sortie salle, mais après, c'est un film à 24. Il y en a 1 sur 2 qui n'a pas de sortie salle en France. Oui, voilà, mais ça aurait pu fonctionner parce que quand même, c'était. Enfin, il y avait un truc et tout, mais ça n'a pas fonctionné. Après, et sur Internet, ça en a beaucoup parlé quand même. Hein. Ouais, Ça a bah, été, le titre, mais plus la sphère américaine, j'ai l'impression, Ouais, internationale et peut-être. tout. En France, ça n'a pas été trop un truc. Enfin, je trouve que c'est vraiment un film qui est associé au cinéma indé américain et tout. Et là, j'ai l'impression qu'elle a voulu prendre sa revanche en se disant justement, mon film était trop niche, peut-être trop, justement, aussi t'as ce truc, je pense, quand t'es une auteuriste queer, d'avoir peut-être des attentes, une pression différente. Et que là, elle s'est dit, je veux faire la version grand public, la version Netflix, la version. Qu'on va vendre quoi de I Saw the TV Glow, et je trouve que ça se ressent. Donc en effet, comme tu dis, c'est pas parce que t'es queer que c'est un gage de faire un bon film quoi. Après, je pense que pour que son film marche, il faudrait peut-être un titre plus court. Ouais, Déjà mais pour tu le vois, marketing. bon, I Saw the TV Glow, c'est un titre qui est pas trop long, c'est ok. Ça Non, aurait mais je pu parle des films sortir d'après, du ensemble. coup. Ah oui. Teenage Love, Teenage Teenage Sex Thunder, and là, je sais Death, pas quoi, là. C'est terrible. Déjà le titre, et je le trouve terrible. Moi, ouais, sur I Saw the TV Glow, bah, je l'avais vu et tout, et j'avais bien aimé. Écoute, toute l'esthétique autour un peu film d'horreur bizarre, où t'as des trucs étranges qui se passent, c'était vachement cool. Mais là, ce prochain film ne me fait pas envie, comme tu me l'as raconté. C'est bizarre. J'ai hâte que tu le vois. Bah, je le verrai avec plaisir. Mais ouais. Mais du coup, est-ce que vous avez d'autres choses à dire sur les films queer, les films gays? Bah, moi de cette année, il y a juste un deuxième film dont j'ai envie de parler, qui a eu d'ailleurs le prix je sais pas, un sort de prix exceptionnel. C'est la première année qu'ils font ça, la Queer Palm, parce qu'ils n'arrivaient pas à se décider, et c'est du Fioul dans les artères, qui est un film français, et je pense que Mao, tu vas trop aimer quand il va sortir. C'est un film de camionneur amoureux, et déjà juste ça, Oui, c'est bon, ok. incroyable. C'est juste trop bien, et j'aime trop parce que c'est vraiment genre un film français, genre je le trouve hyper français le film dans sa réalisation et tout. Déjà, Mais le juste titre. les deux persos sont gays, sont assez âgé, enfin genre c'est pas genre le profil type quoi, qu'on voit dans les films de Christophe Honoré et tout. Allez. En gros, ils sont, enfin voilà, genre ils sont pas du tout parfaits, genre physiquement on n'a pas cherché à les rendre, enfin ils correspondent à rien, c'est juste deux mecs qui font du camion et qui sont amoureux, et c'est à aucun moment c'est le sujet, il y a pas de coming out, il y a pas de, c'est vraiment trop bien, et c'est juste voilà des camionneurs amoureux, et je pense que ça aurait dû être le film qui aurait dû gagner avant Teenage Sex and Death. Mais en tout cas je trouve que c'est encore un bel exemple de, je sais même pas si le réal ou la réal est queer ou pas, et justement je trouve que c'est un trop bel exemple de comment tu peux raconter un récit comme ça sans te prendre la tête, et et en réussissant quand même hyper bien, hyper justement. Ça me fait penser ce que tu as dit sur le fait que les personnages n'avaient pas nécessairement l'âge qui soit dans les films en général, et qui soit pas trop dans les critères physiques. Bon, j'ai pas du tout de souvenir du pitch du film, enfin je l'ai vu, je me rappelle plus, mais il y a le film Un prince de Pierre Creton qui est sorti il y a quelques années, où ça m'a fait penser à ça. J'essaie de revoir le pitch, mais du coup je sais toujours pas de quoi ça parle. Oui, je crois que c'est un monsieur quand même très âgé, avec je sais plus comment est l'autre, mais en tout cas moi je me sens juste d'une scène où il y a plein de beats qui volent genre. Ah mais c'est peut-être un film vraiment pas terrible, hein, mais je sais que le monsieur était âgé. Tu l'as vu le film? Je l'ai vu. Ah oui. Ou Christine, mais tu vois, autant Conan la barbare, le film de Mandico, qui est de Conan la barbare, le film lesbien où il y a une scène de cannibalisme qui sont fait avec du gâteau, qui est hyper réaliste, ou très, très, très spé. Lui, je me rappelle très bien, et qui était super chouette d'ailleurs. Je l'ai vu dans la même salle, et Un prince. Je crois que c'était justement un repêchage d'un certain regard, où c'était des films qui étaient passés à Cannes il y a quelques années. Mais voilà. Je conseille Conan moins Prince. Est-ce qu'on passe au gros Bah, film, au gros sujet sujet du jour, où on va parler de Jim Quinn. Est-ce qu'on fait d'abord un petit tour des avis? Est-ce que vous avez aimé? Peut-être un rappel du pitch. Qui n'a pas vu Jim Quinn? Qui ne sait pas de quoi ça parle? Si tu veux faire un rappel du pitch, fais-le. Je sens que t'en as envie. Mais tout le monde sait ce que c'est. Mais vas-y. Non, si Jim Quinn, c'est un film qui raconte l'histoire de Jim Parfait, qui est un influenceur muscu gay sur les réseaux, et qui est une grosse dinde égoïste, qui est un terme qui revient souvent dans le film, que j'ai noté, qui a plein de variations. Et Jim contracte
l'hétérose, qui est un virus qui rend malheureusement malencontreusement hétéro, avec plein de symptômes particuliers. Et Jim a un grand fan, et c'est pour ça que ça me fait beaucoup rire qu'il y ait le livre Misery dans sa chambre. C'est Lucien Bayer, le fils de Christine Bayer, la ministre de la Santé, dont je reparlerai dans le podcast. Et Lucien va aider Jim à trouver la chloroquine, qui est le traitement contre l'hétérose, en n'étant pas au courant de toutes les conditions de l'acquisition du traitement. Voilà. Et ils vont se balader dans le Paris gay. Dans le Marais. Dans le Marais. Globalement. Techniquement, les buts de Chaumont, c'est pas dans le Marais, mais oui. Ils vont au labyrinthe, qui n'est plus dans le Marais non plus, juste à la frontière. Mais ouais, voilà. Et à la Villette, la Tour. Tout Paris, quoi. De toute façon, quel endroit à Paris aujourd'hui n'est pas gay? Moi, j'ai beaucoup aimé le film. J'ai trouvé très drôle. Évidemment, il y a des points qui m'ont un peu plus déplu, mais on en reparlera probablement après. Mais moi, j'adore rire, j'adore les comédies, comédies françaises, l'animation, tout me parle. En plus, les auteurs, j'aimais bien ce qu'ils faisaient avant. Je vais continuer de les suivre après. Donc pour moi, très bonne surprise. Je m'attendais à ce qu'ils tombent dans des écueils bien pires, connaissant leur travail précédent. Et au final, le film m'a très agréablement surpris et j'ai rarement vu une salle rire autant. Ah oui, donc pour ça, le coup, c'était vraiment très agréable. Je peux juste dire le nom des réals et des scénaristes. Du coup, le film réalisé par Nicolas Attané et Marco Nguyen. Et il est écrit par ces deux personnes-là, et Simon Balto et Brice Chevillard. Donc Marco et Simon sont gays, les deux autres sont hétéros. Et produit par donc Bobby Pills, le studio des Cassos, qui a fait Les Cassos, Pipoudou, Monsieur Flap, Crazy Sion, Vermine. Pas le film. plein de séries qui ont beaucoup influencé l'internet français et la création artistique française à un moment. Surtout Les Cassos, je crois que tous les collèges de France l'ont vu passer. Et le site encore. Ouais. Donc très très grand studio d'animation en France et tout. Toi, Elios, qu'est-ce que t'as pensé du film? Moi, je connaissais pas du tout le lore des Cassos, de Bobby Pills et tout. J'ai pas du tout grandi avec, donc j'ai complètement découvert là. J'ai eu la chance. Je me suis battu comme un zinzin du bus pour avoir les places à la séance de minuit à Cannes. Je sais pas si je regrette. non, je regrette pas du tout parce que je pense que dans d'autres conditions, j'aurais beaucoup moins aimé le film. Déjà, je le porte pas complètement dans mon cœur, mais je suis très content d'avoir vu en séance de minuit parce que je pense comme vous en vrai, c'était fou l'ambiance, les gens étaient mais dépassés de bonheur vraiment l'idée de voir ce film. Je sais pas, on sentait que c'était un truc limite historique quoi, de voir un film comme ça dans le Grand Palais à Cannes. Au Grand Palais, oui. Le Grand Théâtre à Cannes. Présenté par Thierry Frémaux, ça n'avait aucun sens d'ailleurs. C'était fou. Et du coup ça c'était assez dingue et dès le générique les gens applaudissaient en rythme, les gens chantaient le film était même pas sorti que les gens connaissaient la musique, ça n'avait aucun sens. Et du coup j'ai beaucoup ri et j'adore rire aussi et je pense que ça on l'enlèvera absolument pas au film, c'était hyper drôle. C'était un trop bon moment à passer, mais je l'ai vu à minuit complètement fatigué et tout, et il y a plein de trucs qui sont passés au-dessus, et c'est un film que j'ai digéré vraiment sur le terme, et après en parlant avec plein de gens, et tout ce que j'ai compris, vous aussi vous avez plein de potes qui ont des avis hyper différents, je pense que c'est hyper intéressant. Donc je développerai plus sur ce que j'en pense après, mais globalement je suis trop content d'avoir découvert cet univers. En plus je connais pas très bien les films d'animation de manière générale, donc c'était trop cool d'avoir un film d'animation vraiment pour adultes. Et c'est hyper impressionnant, surtout que ça a été fait avec pas grand chose. 5 millions. 5 millions, et j'ai vu 120 000 euros en cagnotte juste en financement participatif. C'est un peu dingue, donc ça c'était trop cool, trop intéressant à voir, et on sentait que c'était un moment trop important pour plein de gens de la communauté aussi, je pense. Mais bon, j'ai vu le film, j'ai trop ri, mais je suis quand même resté à côté du film quoi. Okay. Je me suis dit ok, c'est un film super, mais il est pas du tout pour moi par contre, vraiment. Voilà. Ça me fait penser, après je dirais mon avis, mais au film Mars Express qu'on a cité tout à l'heure, parce que du coup il y avait un mec de chez Bobby Pills qui l'a réalisé, t'as dit? Ouais, c'est le mec qui a fait Crazy Young chez Bobby Pills et après Last Man, et ensuite
Ok. Mars Bah, Express. Pour le coup, dans ce podcast, vous avez été assez dithyrambique dans mes souvenirs, en tout cas toi. Bah ouais, Moi, j'aime j'ai pas trop aimé le film. Mais tu vois, l'avantage des études de cinéma, je trouve, c'est qu'on nous apprend à faire une distinction entre un film qu'on aime bien et qui est pas forcément terrible, un film qu'on aime bien et qui est objectivement bien, et un film qu'on n'aime pas et qui est objectivement bien. Et Mars Express est complètement le cas. Aussi, je l'ai vu pas un très bon moment. Et à l'inverse, moi, Les Caprices de l'Enfant Roi, j'ai bien aimé. C'est nul, tu vois. Et du coup, pour revenir à Jim Quinn, je vais aussi un peu contextualiser la séance et comment je l'ai vue. Donc, je fais mon mémoire de recherche sur la façon dont les films français qui traitent du sida parlent d'amour. Ils m'ont décalé ma date de soutenance 2 fois. Je devais passer le jeudi, on m'a dit tu passes le mercredi, finalement je passais le jeudi. Donc Sympa. c'est l'angoisse. mais j'ai réussi à passer plus tard que ce que j'aurais dû passer, donc c'était cool. Ce qui fait que j'ai fait ma soutenance, on a été à la bibliothèque avec des potes et le soir j'étais voir Jim Quinn. Donc je parle d'un mon sujet sur l'amour et le sida et le VIH. Et le soir même, je vais à l'avant-première au MK2 Quai de l'Orchid de Seine avec toute l'équipe. Et surtout, ce qui était zinzin, c'est que je me suis au 2e rang et du coup, toute la rangée avait travaillé sur le film. Et la rangée de derrière aussi. Et du coup, je l'ai vu pas du tout dans les conditions d'une séance de minuit, mais une séance absolument géniale. Et j'ai été le revoir. Parce que j'y étais 4 fois, mais ça, je parlerai aussi pour moi du militantisme à revoir des films, auquel je crois beaucoup. Et à chaque séance, les gens rient beaucoup. Selon même à 10h du mat, il y a quand même pas mal de gens. À 22h, il y a pas mal de gens. À 20h, c'est complet alors que le film il est à 2 semaines au cinéma. Donc il y a un truc assez zinzin qui se passe avec le film. Et ce que j'en pense, ça va être un peu biaisé parce que j'ai vu très peu de films cette année, mais il va être très clairement en haut de mon top de l'année. C'est un film qui développe, je trouve très bien l'imaginaire du sida, même si c'est pas du tout, enfin plutôt du VIH, même si c'est pas du tout ostentatoire et le sujet du film, ce qui fait que c'est pas un film sur le VIH, mais qui c'est réalisé par 2 personnes, enfin c'est écrit par une personne gay et réalisé par une personne gay. On sent beaucoup la marque. Je trouve que les caricatures sont intéressantes dans le film. Elles tombent pas toutes justes, mais il y en a qui me parlent pas mal. Et aussi, je pense qu'on le développera plus, et c'est surtout ce qui me parle le plus avec le film, c'est ce que je considère comme une œuvre porte d'entrée. C'est des gens qui vont arriver, qui vont faire un film ou un bouquin qui est un peu cassé sur des points, mais qui est absolument fondamentalement original et qui n'est jamais arrivé dans le paysage. Et du coup, diront aux gens derrière, bah c'est bon, je vous ai ouvert la porte, vous pouvez passer et vous allez faire mieux que nous. Et je cite beaucoup l'exemple de King Kong Theory de Despentes, où c'est en France l'une des premières, si ce n'est la première, à parler de son viol dans un essai et à casser cette idée de victime parfaite. Et oui, évidemment que depuis King Kong Theory, il y a plein d'autrices et d'auteurs qui ont fait des bouquins et des essais qui parlent de ces thématiques sans doute mieux, de façon peut-être plus... Je sais pas, je pense que peu grand monde parle mieux que Despentes. Hein. Mais tu vois, j'ai discuté avec des potes TDS qui ont des choses à redire de Despentes, mais ce qui est sûr, c'est que Despentes a ouvert la voie aux essais féministes en France sur ces thématiques-là. Et mais en fait, s'il n'y avait pas 2027 l'année prochaine, Jim Quinn pourrait très bien le faire. Quoi, tu veux que Jim Quinn soit président ? J'ai pas tout compris, attends. Je veux dire que selon le président qu'on a l'année prochaine, ok. La porte d'entrée, elle va se refermer. Mais bref. Après, moi sur ça, est-ce que c'est vraiment une porte d'entrée Est-ce qu'on en a pas déjà eu plein des portes d'entrée films gays Cinéma d'animation, non. Ouais, cinéma d'animation, mais enfin, je sais pas. Moi, j'ai l'impression quand même que les films centrés sur les hommes gays blancs parisiens ou de grandes villes, enfin, c'est plutôt commun aujourd'hui, quoi. Après, on l'a jamais eu sous cette forme, enfin même au-delà ouais. de l'animation, de manière aussi joyeuse et pas genre film d'auteur. Je sais pas comment dire. C'est sur toutes ces casquettes-là. Là, c'est quand même plus, enfin, ça vise un public plus large et tout. Après, je trouve que c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que justement, moi, ça me questionne grave le fait que Jim Quinn réussisse autant comparé à un historique qui, certes, sur les thématiques précises de films d'animation qui parlent un peu du VIH, gay et tout, il n'y a pas un historique dingue, mais bon, sur les films queer, il y en a quand même et ça me questionne beaucoup, mais c'est vrai que ça ouvre des portes. Après, j'ai aussi l'impression que c'est un événement éphémère un peu ce film et je pas sûr. Enfin, en tout cas, j'ai du mal à imaginer une suite. Enfin, je n'imagine pas en fait, même de suite comme ça. J'ai l'impression qu'ils ont épuisé le sujet que les gens connaissent le mieux
en dehors de la communauté queer, enfin que les hétéros sont plus à même de comprendre qui est cette commu gay, blanche, cis, parisienne. Que j'ai l'impression que globalement, quand on pense à des mecs gays, on pense globalement à ça quand on n'est pas dans la commu. Et que du coup, ils ont vraiment pris ce truc-là et qu'ils ont épuisé toutes les blagues, toutes les références, enfin, ils ont tout fait et ils l'ont hyper bien fait. Mais du coup, je vois pas, enfin, j'imagine pas un Jim Queen avec genre des personnes trans racisées, quoi. Et pas que parce qu'on c'est plus compliqué de faire des vannes et tout, mais genre vraiment. J'imagine pas quoi. Mais je disais aussi porte d'entrée d'un point de vue production, dans le sens où c'est un film qui a pris 8 ans à être créé. La première vidéo de Jim Queen, c'était en 2017 d'un bodybuilder dans un bar, ils l'ont ressorti récemment. C'est un film qui a été produit sans Canal. À l'époque du coup de la take, tu sauras mieux que moi, mais du PDG de Canal qui disait qu'il voulait plus travailler avec les gens qui avaient signé la tribune anti-Bolloré. Mais c'était il y a 2 mois, ça. C'était il y a 2 mois. Oui, mais je sais plus si c'était le PDG de Canal. Je sais plus son rôle à ce mec. Oui, c'est Maxime Saada. C'est le directeur de Canal. Je crois que c'est celui ça. qui est juste en dessous de Bolloré. Okay. Ouais. Bah, du coup, ça montre qu'on peut produire un film en France sans Canal. Et aussi, je pense pas du tout que ce soit le premier, mais je pense que c'est de cette envergure l'un des premiers. Ça montre qu'on peut faire un film avec une cagnotte participative. Là, il y en a 2. Et que les spectateurs peuvent vraiment avoir une part dans le film qu'ils vont aller voir. Moi, j'ai des potes qui me parlent de Jim Queen depuis 1 an. Parce que certains ont donné des thunes, parce que dans leurs écoles des gens ont donné des thunes. C'est pour ça aussi que je dis que c'est une porte d'entrée, parce que même pas nécessairement dans les films queer, ça va montrer que tu veux faire un film un peu hasard, et bah tu peux faire une cagnotte pour le financer. Tu veux faire un film sans Bolloré, alors ça va te prendre 8 ans, mais tu peux y arriver. Il y a aussi ce côté est-ce que Canal+ finance beaucoup des projets de cette envergure-là? Je suis pas sûr, hein. Ils ont quand même une cible qui est assez différente. Et ils sont pas ils ont pas la main mise sur tout le cinéma non plus, quoi. C'est sûr qu'on peut faire sans eux. Certes, ils ont beaucoup de puissance et tout, mais il y a toujours eu des très bons films qui ont été produits sans Canal, quoi. Oui, mais tu vois, quand tu vas au cinéma et que ce soit un film queer ou non, généralement le logo Canal+, il est dans un film, dans 8 films sur 10. Sur 2, tu vois. Moi, je trouve que vraiment les films sans le logo Canal français, il y en a quasi pas. En vrai, c'est grave vrai. Même à Cannes, là, je voyais, la plupart des films français que je voyais avaient le logo Canal, parce qu'à chaque fois, tout le monde huait et tout. Et vraiment, je trouve que ça se ressentait vraiment cette année, vu qu'il y avait des réactions à chaque fois. Et c'est vrai que c'est quand même assez rare. Après, je sais pas en termes d'animation, en effet, s'ils financent beaucoup de base, mais. Après, Bobby Peel, c'est Canal. Tu vois, l'autre côté de la pièce, les Cassos, c'est une série Canal. Mais voilà, en tout cas, Jim Queen n'est pas produit. Déjà, c'était pas la même époque. C'était il y a presque 10 ans, les Cassos. Ça tourne toujours, il y a toujours des nouveaux épisodes des Cassos, je crois. C'est pas fini il y a genre 5 ans, les Cassos? En tout cas, moi, je suis leur Insta, à moins que ce soit des rediffs. Mais il me semble qu'ils se sont arrêtés à la saison 4 ou 5. Sans doute. Peut-être j'en ai raté, mais. En tout cas, il y a toujours une grosse commu sur YouTube. Peut-être j'ai arrêté d'être un adolescent aussi, peut-être c'est possible. Mais non, mais l'animation, certes, ils font 2-3 trucs. Mais il y a beaucoup France Télé aussi, surtout le CNC, France Télé, ils give quand même en animation. Là, je crois même pas qu'il y ait France Télé là dans le Jim Queen. En fin d'année, il y a la série d'animation Le Collège Noir, il y a la saison 2 qui sort. Moi, j'ai trop hâte. C'est France Télé, c'est pas Canal, quoi. Ouais, carrément, je suis d'accord. Mais après, c'est vrai que sur le côté du financement participatif, je l'ai pas du tout suivi leur financement. Je sais pas trop comment ils ont communiqué dessus, comment ça s'est passé. Mais je sais pas si tu sais, Mao. Mais il y en a eu 2. Il y en a un qui a raté et un deuxième où en tout avec les 2, ils ont eu 150 000 €, je crois. Mais après, c'est le principe de ces financements participatifs, c'est comme ce que faisait Ankama pour les saisons 4 et 5 de Wakfu. C'est des appels c'est des appels d'offres pour des plus gros producteurs, en fait. C'est surtout pour dire, regardez, on a tel public qui est intéressé par le film, maintenant est-ce que vous pouvez nous donner des aides, les régions, les prods et tout, etc. Parce qu'il y a un public qui a envie de voir ce truc. Plus que de vraiment financer le projet, c'est pour montrer qu'il y a un public, quoi. Et après, je dis ça, je crois que Wakfu, ils ont récolté presque 1,5 million sur leurs 2 cagnottes. Il
il y C'est a pas le aussi- même public, Wakfu. Non mais bien sûr, non mais Wakfu est évidemment un public plus large que Jim Queen et ils avaient déjà une fanbase avant, mais n'empêche que ça aide aussi à rapporter vraiment une somme d'argent qui est pas négligeable. Ouais, Jim Queen, c'est je crois l'aide d'avance sur recette du CNC, je suis pas sûre du nom. Le financement Eurimage, 3 subs régionales et ils me disent un financement participatif à hauteur de 100 000 €, mais je crois qu'il y en a eu 2 et une du coup Oui, minime. mais enfin de toute bref. façon c'est pas ça, sur on a dit en off c'était à peu près 5 millions d'euros je crois le film, bon 4,9, je viens de ouais, vérifier. c'est là 100 000 € ou 150 000 € sur 5 millions Oui, c'est pas énorme, mais au énorme. moins ça reste quelque chose, je pense. Mais bref. Bah oui, mais c'est ça montre qu'il y a un public qui est intéressé par ce genre d'œuvre et ça appelle des plus gros producteurs à se dire hey, on va pouvoir faire de l'argent avec ce film. D'ailleurs, le générique qui sépare les personnes queer et les hétéro-curieux des financeurs, ils sont tous notés, les gens qui ont fait la cagnotte. mais C'est voilà. un peu drôle ça. J'aime bien les génériques qui font des blagues dans les films comiques. Mais c'est vrai que du coup, enfin, ce truc, comme tu disais, ça ouvre la porte aussi. On voit qu'on peut financer ce type de film. J'essaye toujours de me mettre à la place des personnes hétéros ou des prods et tout, des grosses boîtes et tout, qui vont voir ce genre de phénomène et est-ce qu'elles vont vraiment se dire ah ok, le cinéma queer a une vie, on peut faire quelque chose, ou est-ce que ah ok, les gays blancs cis ont du potentiel et on peut en faire un truc. C'est un peu la question que je me pose, et quand je disais que j'imaginais pas un Jim Queen version trans ou quoi que ce soit, c'est que j'imagine pas non plus une cagnotte qui va aussi loin sur une autre partie de la commune ou une autre thématique. Là quoi. t'as raison pour le coup. Et c'est juste ça. Mais après, c'est sûr que faut pas voir le négatif partout, et je pense que c'est hyper positif et tout, mais j'ai l'impression qu'on enfonce une porte qui était déjà ouverte. Ouais, c'est un peu ce que je voulais et dire. Et que tout à c'est l'heure. juste la seule chose qui différencie un peu Jim Queen, c'est que c'est joyeux et que c'est de l'animation et que c'est cru. Mais je veux dire, j'ai l'impression qu'il y a déjà eu quand même un peu cette il y a déjà eu cet apogée du cinéma gay, quoi. Bah ouais. Ça a été, les hétéros regardent du cinéma gay, quoi. Je veux dire, ça se fait, ça se finance quand même un peu. C'est bon, Brokeback Mountain, c'était ouais, les c'est années pas 90 bon, quoi. C'est bon. Et en plus c'est un film tragique. Oui, non mais bien sûr. C'est ça. Mais après oui, et puis pour rentrer un peu dans les points noirs du film de Jim Queen, certes c'est drôle, mais des fois c'est pas drôle, des fois, c'est méchant. pas très drôle et c'est un peu des caricatures très datées. Surtout pour moi les personnages de chemsexers faits en zombie. Bon, j'ai pas pris beaucoup de drogue dans ma vie, mais je crois qu'on ne devient pas des zombies quand on prend de la drogue. Après, techniquement, c'est aussi je vais juste ouvrir sur ça, mais je ne défends pas ce point-là. C'est aussi le truc de la caricature, de prendre un caractère et de l'extrapoler avec, par exemple, comme il s'appelait, Louis-Philippe, qui est l'une des premières caricatures qu'on a étudiées à l'école, où donc on découpe son visage en 6 bulles. Je sais plus si c'est 6, mais comme une BD, qui montre toutes les étapes pour transformer la tête de Louis-Philippe en poire. Okay. Et c'est l'une des premières caricatures en France sur ça. Mais parce on est qu'il d'accord avait que vaguement Louis-Philippe, c'était le roi. Oui, non, c'était pas un chemsexer. Je sais. C'est pas probablement si c'était un chemsexer, mais. Non, mais ce que je veux dire, c'est que un des profs de la caricature, c'est d'extrapoler des caractères. Mais par contre, je suis vraiment d'accord que le fait que la caricature des chemsexers ne marche pas, encore plus dans le contexte, parce qu'une caricature, c'est aussi important dans le contexte. C'est pour ça que la totalité des dernières caricatures de Charlie Hebdo sont vraiment à foutre à la poubelle. Genre... Les dernières, on remonte à bien 2015, oui, je crois. Depuis la fin de Harakiri, finalement. Depuis l'attentat. Mais même avant. Mais l'attentat, c'est 2015, c'est pour ça que tu as dit 2015. Ah oui, non, je dis ça comme ça, mais je pensais bien avant alors. Mais c'est depuis la reprise par mais le du chef, coup, l'une des caricatures qui avait fait parler cette année, c'est qu'il s'était foutu de la gueule de l'incendie de Grand Montana, les brûlés font du ski. Il y a eu celle absolument dégueulasse il y a quelques années sur Stromae, dont le père a été victime, je crois, du génocide au Rwanda. Et donc c'était une couverture où il y avait des bouts de corps et Stromae au milieu qui disait Outé papa Outé. C'est une vraie caricature de Charlie Hebdo. Donc il y a une différence entre... En fait, les caricatures, c'est intéressant quand c'est des gens de ton échelle ou des personnes qui sont au-dessus de toi, donc un dictateur, un roi, etc. Là, les personnes chemsexeuses sont des usagères de drogue, dont certains sont malades, et c'est un problème de santé publique où
très souvent sur les réseaux sociaux, on apprend qu'une personne qui est quand même sexeuse est décédée. Et du coup, dans ce contexte-là, ça me pose vraiment question dans ce contexte de santé publique encore plus. Mais moi dans le film, autant la partie sur les chemsexeurs et tout, je trouve que c'était hyper violent et que c'était vraiment une caricature et tout, mais les autres commus, les autres kinks et tout, moi je sais pas, j'ai pas ressenti le fait que c'est une caricature. Je sais pas comment dire, mais non, moi je trouvais que c'était très tendre justement. Oui, j'ai l'impression que aussi, c'était tendre, mais du coup c'est ça qui m'a saoulé aussi. Ah ouais. Ah oui, mais je sais pas, mais j'ai pas eu l'impression qu'il y avait une critique. Après bien sûr on va pas, il y a des trucs on n'a pas besoin de le critiquer, mais genre c'était là quoi, c'était pas une caricature quoi. Et du coup je trouve que ça se voyait d'autant plus quand vraiment ils avaient envie de défoncer une commu quoi. Il y a aussi une différence entre caricature et parodie, je pense, et c'est un peu des deux. On pourrait dire que pour le coup, c'est un pastiche. On pourrait dire pour le coup que les bears sont une caricature parce que donc ça extrapole leur place et peut-être certains caractères physiques des mecs bears. Mais voilà, c'est entre les deux. Donc pour moi, on peut faire des caricatures qui sont justes et des parodies qui sont justes. D'ailleurs, je suis en train de lire Trouble dans le genre de Judith Butler et il y a une take de l'intro, donc c'est pas d'elle, qui dit que parodie n'est pas nécessairement subversive. En parlant du drag, mais ça peut aussi s'appliquer à Jim Quinn sur certains points. Mais voilà. Mais après, il y a aussi une histoire de regard, dans le sens où Jim Quinn, c'est un film, ça j'en parlerai parce que je suis en train d'écrire une critique écrite dessus. C'est un film qui convoque plusieurs strates de regard. Il y a le regard de Jim Parfait, qui est un fiefé connard, misogyne, grossophobe, raciste, avec de l'homophobie intériorisée. Il a beaucoup de casquettes. Il y a le regard de Lucien, à certains moments, qui est un mec plus candide et plus ouvert, qui d'ailleurs, même s'il est amoureux et manipulé par Jim, va lui dire plusieurs fois qu'il dit de la merde, et le regard neutre. Ce qui fait que selon qui regarde, les personnages ne sont pas montrés de la même manière. Michel Le Kiefer, par exemple, c'est le bot. Moi, c'est un personnage que j'adore. Il est montré avec tendresse parce que c'est Lucien qui le regarde. Le bear, au début, j'ai l'impression qu'il change de regard, non pas d'apparence parce que c'est le même character design, selon quand c'est Jim qui le regarde et qui se fout de sa gueule en étant grossophobe et homophobe et méchant, parce que en lui disant mais tu sais, si on s'est quitté c'est ta faute, enfin vraiment des phrases de mec tox. Mais par contre quand c'est Lucien qui parle avec ce mec là qui fait sa battle de chant sur J'irai où tu iras, et ben le film devient beaucoup plus tendre avec le personnage. Et après, il y a aussi du coup le regard neutre, mais qui me vient moins en tête quand c'est ni le point de vue de Jim, ni le point de vue de Lucien. Et voilà. Et du coup, moi, au milieu de tout ça, j'essaye un peu de comprendre. Pendant le film, j'essaye de comprendre le point de vue des réals, des auteuristes et tout, que je saisis vraiment pas trop. Et je pense que c'est ça qui me met à l'écart du film, c'est que quand c'est des films comme ça qui sont un peu dans la provoque ou dans la parodie à caricature et tout, j'ai besoin que ça soit clair pour moi de qu'est-ce que tu veux me dire. Pas de quel côté es-tu parce que c'est pas manichéen et tout, mais genre qu'est-ce que tu veux que je comprenne de ce que tu fais là, et j'arrive pas à comprendre en fait, parce que à la fin du film je me dis au final c'est ça le standard quoi. Et ça enlève, ça se déconstruit pas dans ma tête quoi. Et surtout qu'après quand tu vois le cast, par exemple Alex Ramirez, c'est littéralement Jim Quinn quoi. Je veux dire, parce que je le suivais avant quand il était humoriste, il a littéralement fait cette transformation et juste je trouve que c'est pas quelqu'un qui est très politisé de toute façon, il politise pas trop je trouve. Je sais pas, ça dépend de ses sketchs, mais oui c'est pas c'est pas très politisé, mais ça reste un des stand-uppers de gauche, mais malheureusement le stand-up est un milieu de merde quoi. Ce que j'allais dire. En fait il est à gauche dans le stand-up, mais ça reste voilà quoi. Ouais, je trouve que après je connais pas même trop de dans le film queer, il y a Shirley Soignon qui elle est bien plus politique par exemple, qui elle est bien plus politique. Complètement, déjà quand t'es une personne racisée ça non mais même c'est une personne non binaire racisée qui a fait un spectacle entier sur son identité. C'est ça, je trouve que Alex Ramirez c'est quand même c'est un peu le Raphaël Glucksmann. Du coup, il colle très oui, non, mais c'est un peu ça, oui. Du coup, il colle très bien au personnage. Ah, mais par contre, il colle complètement au personnage. Mais du coup, toute la com reste dessus. Enfin, je sais pas, il y a un truc de. Ça perpétue ce truc-là. Et moi, je vois juste le film comme. On se moque un peu, mais gentiment, parce qu'on aime quand même ça. Et au final, ça reste la figure dominante quoi, dans la communauté queer, dans la communauté LGBT et tout, et je ressors du film en me disant je suis toujours dominé par les mêmes personnes, pas que les hétéros. Vraiment pas que. Pour cette question là de c'est quoi le point de vue des réals et tout, il y a un truc qui est intéressant, c'est que du coup ce que je disais, il y a deux réals qui sont gays et deux réals,
un scénariste et réal qui sont gays, et les deux autres qui sont hétéros, je vais parler des deux qui sont gays, et un des deux, je sais plus lequel, expliquait que lui c'était en se reconnaissant un cliché, un gars qui vivait à la campagne, qui a fait son coming out en arrivant à Paris, comme plein de personnes queer, et c'est un mec blanc, etc. Et du coup, il parle de ce qu'il connaît. Et oui, c'est ça, il parle de ce qu'il connaît. Et j'avais lu aussi, donc ça, c'était pas eux qui le disaient, mais j'en parlais en off, mais une histoire de peut-être qu'ils n'ont pas montré certaines personnes par peur de mal le faire et que pour le coup soit fondamentalement raciste, transphobe ou lesbophobe. Donc du coup on peut dire que c'est lâche, mais d'un autre côté s'il avait raté on leur serait aussi tombé dessus. Et ça peut aussi justifier le parisianocentrisme du film, du fait que en tout cas ce mec-là vient de la campagne, a découvert sa culture queer en allant à Paris. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est que des réals ou des auteurs dans les bouquins qui viennent de la campagne et qui ne sont restés à la campagne parlent de leur histoire à eux. Parce qu'on parle souvent de personnes concernées, personnes alliées dans la communauté. Et la plupart du temps, les gens écrivent sur ce qui les concerne et ce qu'ils connaissent. Et moi, pour revenir sur Jim Quinn, sur son point de vue sur le monde, qu'il essaye de décrire. Pour moi, c'est pas vraiment un film qui se veut subversif, qui se veut transgressif. Dans un sens, oui, parce que ça parle de cul, mais en fait, ça va pas plus loin que ça dans la subversivité. Pour moi, c'est plus un humour régressif. Comme ce que peuvent faire Eric et Ramsey avec la Tour Montparnasse infernale. Non mais oui. En fait, pour moi, on est dans ce type d'humour-là de débile, quoi. Genre, c'est vraiment un humour où tout le monde est bête et on rigole de ces personnages qui sont bêtes. Et le film prend parti de se mettre dans un univers gay, quoi. Et c'est plus une comédie d'aventure sur des débiles. Oui, parce qu'il y a des gens qui le comparent à une carte. Moi, je l'ai vachement vu comme un truc un récit un peu initiatique. Et par exemple, le personnage de Michel Le Kiefer, à chaque fois quand j'en parlais, mes potes me regardaient bizarre. Mais pour moi, il y a vraiment limite un côté un peu oracle sur certains personnages. C'est le grand sage. C'est ça. Regarde dans ma chaussure, quoi. Et surtout, en fait, dans le film, ça on en parlera plus parce que oui, c'est un truc, on se fout de la gueule de débile. Il y a 2 thématiques, donc ça j'en parlerai plus dans la critique que je suis en train d'écrire, qui me tiennent vraiment à cœur et qui sont pas représentées. C'est les dragues sont pas des simples dragues. Parce que beaucoup de gens qui critiquaient le film, ou même en parlant positivement ou négativement, ne citent pas qui elles sont. Donc les 3 dragues du film qui sont habillées en violet, donc Glamidia, qui est celle qui va pas initier, mais qui va montrer à Lucien quand ils sont dans la soirée, boîte là, au début. Où on est qu'avec le G, parce que les autres sont pas là. Normalement, la communauté prône la bienveillance, mais en fait, ils se mélangent pas, ils se tapent dessus. Glamidia, c'est une sorte de la perpétuelle indulgence. Et les Sœurs de la Perpétuelle Indulgence sont une association internationale, mais aussi française, qui se base de codes catho qui ne le sont pas. Il y a plusieurs couvents en France, le couvent de Paris, le couvent de Marseille, le couvent de Bordeaux, qui ont d'ailleurs présenté le film à Bordeaux et qui ont béni le film lors de la production. On peut les voir à Paris en allant dans les prides, dans les enterrements de militants. Moi, j'étais vue à l'enterrement de Fred Navarro, qui était un militant d'ACT UP qui a beaucoup lutté pour le droit à la mort, entre guillemets, des personnes séropos, parce que c'était vraiment un bordel sans nom. Le fait de les forcer à être incinérés, on va pas rentrer dans les détails, c'est pas le sujet. C'est pas un détail, mais pour le coup, c'est pas le sujet. Et donc, les sœurs sont des militantes contre le sida, qui sont hyper importantes dans la commu, sauf que, comme c'est mon sujet de mémoire, je peux vous le dire, que les assos sont pas représentés au cinéma. La seule asso qui est représentée en France, c'est ACT UP, aussi parce que c'est une asso qui, dès le départ, savait que l'image était importante, donc c'est représenté. Ce qui fait que c'est logique, du coup, comme ils ont eux-mêmes apporté des images, qu'on les représente ou qu'ils réalisent des films en se représentant, ce qui est le cas de Robin Campillo pour 100 BPM. Et du coup, quand je vais voir Jim Quinn et que je vois les sœurs, c'est hyper politique pour le coup, et c'est hyper important parce que je suis militante chez ACT UP, mais
bah il y a une grosse image manquante dans le cinéma. Où sont les autres assos? Où sont SIDA Info Service? Où sont AIDS? Où sont les sœurs, qui sont des assos hyper importantes parce qu'il n'y a pas qu'Act Up. Et ouais, les sœurs sont zinzin. Et ça, j'en parlerai un peu plus en détail, mais la ministre de la Santé, c'est pas pour rien qu'elle s'appelle Bayer. Et ça aussi, c'est cool. Et Christine non plus. Oui, Christine Boutin, effectivement, mais surtout Bayer. Oui, non, mais voilà. Mais surtout, ce que j'adore moi aussi sur ces personnages des drag queens, c'est et surtout les personnages, c'est le regard justement de tendresse que le film leur porte, et que le moment où elles se dédraguent devant, enfin elles font leur performance dans le film, c'est incroyable, enfin sur leurs chansons et tout, c'est ouin vraiment, hein. Je Vraiment pleure. ouin de bout J'ai un en pote bout. qui a pas aimé le film, mais qui me dit j'ai pleuré. Et Mais il pleure pas souvent cette aussi. scène elle est trop bien. En plus t'as toute la symbolique derrière de ces personnes, ces associations qui se sacrifient pour sauver les quelques gays, les quelques personnes de la commune qui vivent ces drames et tout. Donc franchement non, c'est ça, en tout cas c'est une très bonne scène du film, quoi. C'est la meilleure à mes yeux, avec celle de Michel Kiefer. Ouais. Et du coup, en parlant de représentation et tout, moi je trouve que c'est un des rares films qui représente autant de diversité dans la communauté gay, même si ça oublie plein de gens. Oui, mais il peut pas Évidemment. tout représenter, parce que sinon ça te fait un film catalogue et ce serait pas bien mais non déjà plus. que c'est un peu catalogue. Oui, par c'est ça, moment, ce serait pire. Mais je trouve que c'est assez rare de voir cette diversité-là au cinéma, et ça reste à saluer. Voilà. Est-ce que Elios, tu veux dire quelque chose peut-être? Ouais, oui, je suis d'accord. Je trouve que c'est assez chouette d'avoir ce panorama et d'apprendre des trucs, parce qu'en plus j'ai vraiment eu ce truc où c'est un peu comme genre les hétéros qui vont en film queer pour la première fois et qu'ils apprennent des trucs. Là, j'ai appris des trucs Mais sur waouh. la commu. Fou. Donc oui, c'était un peu pédagogique, on va dire, même si en effet je trouve que ça fait un peu catalogue par moment. Mais j'ai envie de parler de Michel Le Kiefer du coup, parce que tu en as parlé 2 fois et ça me fait penser. C'est un truc que je ne connaissais pas, les Kiefer, avant, et ça me fait beaucoup rire. Voilà, ça me fait beaucoup rire. Vraiment, j'ai trouvé ça génial. Mais en fait, donc je ne connaissais pas du tout ce kink et tout, et la personne avec qui j'étais à la séance m'a expliqué après qu'il connaissait très bien beaucoup plus. Elle a de l'expérience dans le domaine. Bon, Non, mais écoutez, voilà, on ne c'était donnera pas concrètement son un nom. mec gay qui connaît très bien ce milieu et qui m'a un peu tout expliqué. Et du coup, j'ai été très. Enfin, je sais pas ce qu'il en est vraiment, parce que je me base que sur ce qu'il m'a dit, mais il m'a expliqué que du coup, les kiffers, c'est vraiment un truc qui est basé sur des rapports de classe un peu probs et très cringe, je trouve, de en fait, c'est surtout kiffer genre les jeunes mecs en gros de cité, Ten Lacoste, tout ça, machin. Et c'est pas du tout un truc que j'ai vu dans le film, que j'ai compris, genre j'ai dû qu'on m'a expliqué après pourquoi au début je suis en mode c'est un kiffeur de pied, quoi. Globalement ça m'a pas trop surpris, et après j'ai compris du coup ce que c'était, et ça m'a questionné, parce que le film de toute façon fait un peu de pédagogie sur des trucs, mais explique pas tout, et c'est ok, enfin c'est normal, mais c'est vrai que du coup c'est un truc qui m'a grave questionné, vu la façon dont le personnage est représenté. Enfin c'est un personnage hyper important et tout, et je sais pas à quel point enfin voilà, qu'est-ce qui est écrit dessus, qu'est-ce qu'on dit sur ce kink de kiffer, mais de ce qu'on m'a dit, enfin moi ça m'a trop genre je trouve ça fou, enfin si c'est vraiment ça, je trouve ça vraiment pas ok du tout, et très cringe, et un peu pédo aussi en fait, parce que ça doit, enfin voilà. J'ai 2 choses sur ça, si tu veux. Déjà, j'ai des potes qui au début, quand ils m'ont lâché la taille, c'est super bizarre ce que tu dis, en fait on m'a expliqué, mais en fait tu l'as dit bizarrement, parce que du coup ça sous-entendait le contraire. J'ai des potes qui me disaient oui, mais il est très arabe coded, Michel Le Kiefer. Pourquoi ils l'ont appelé Michel? Et en fait moi je suis pourquoi c'est un problème, et après ils me disent mais pourquoi ils l'ont appelé Michel? Moi j'aurais bien aimé voir un personnage qui soit arabe et kiffer, tu vois. Et après ça va dans la sera dans la promo, hein. J'aurais bien aimé voir un arabe et kiffer. Non mais après ça va aussi dans la taille que je disais tout à l'heure, on va peut-être qu'ils ont pas représenté tout le monde par peur de rater et du coup d'être taclé de raciste ou misogyne, etc. Peut-être que c'est aussi pour se protéger qu'ils l'ont appelé Michel et qu'ils l'ont fait blanc. Mais
Non, mais c'est aussi parce que c'est un bandeur de cité, quoi. C'est pas. Oui, c'est Enfin, ça, mais du il coup. traîne dans le Paris de nuit du labyrinthe de je sais plus où là. Le lieu de cruising. Le cruising, enfin, c'est pas un lieu où il y a des Noirs et des Arabes. Enfin, c'est un lieu de bobo, quoi. Et justement, pour moi, de ce que j'avais compris, les kiffeurs en tant que tels, c'est pas forcément des personnes justement racisées. Oui, c'est plutôt un justement. Oui, c'est ça, c'est un fétichisme envers des personnes mais c'est pour racisées. ça, mais c'est ce que je dis dans Bandeur de cité, quoi. Oui, C'est ce ça. côté-là où tu vois des petits mecs en lacostéenne et que tu veux. Ouais, carrément. Mais du coup, je trouve que dans l'autre film, je trouve qu'il est un peu traître à pas me dire ça parce que je sais pas, enfin, tous les kings ne sont pas du tout probs, mais là, j'étais en mode ah ouais, quand même, c'est un peu. Enfin, je sais pas, moi, ça m'a un peu. Après, peut-être est-ce que tous les kiffeurs sont pas des blaireaux. Oui, je pense que c'est aussi Non, c'est sûr. un sous-king, tu vois, genre. Non, mais c'est comme le chemsex, tu vois, je pense il y en a, ils sont problématiques aussi et tout le monde ne l'est pas, enfin. Mais d'un autre côté. Voilà, c'est des kings de toute façon, il y a des trucs Non, c'est bizarres, sûr, il y a des mais du trucs coup, je pas trouve que bizarres. ça vient juste appuyer un peu ce que je pense du film de manière globale, qui est que on a un panorama de tous ces kings, de tous ces fétiches qui sont pas du tout montrés à leur moins bon jour, à part le chemsex et tout, mais sinon, je trouve que c'est pas du tout négatif. Mais du coup, bah, tu sors du film, enfin, si tu connais pas, t'es juste un kiffeur quoi à la fin. Ouais, mais après, pourquoi pas, le film a pas vocation non plus à faire de l'éducation sur ces sujets-là. Genre, quand tu vois les puppies, bah. Tu vois juste des mecs qui se déguisent en chien, t'as pas tout le truc derrière, quoi. Non, c'est sûr. Mais du coup, c'est peut-être ce que je reproche au film. En même temps, c'est pas du tout son travail, mais de passer tellement vite sur tout, alors que c'est des sujets trop intéressants en vrai, qui dépassent largement la question d'être gay ou pas, en fait, qui sont des questions de sexualité, de rapport de classe, de genre et tout. Et je trouve juste ça dommage que. Enfin, ouais, moi, c'est ça qui m'aurait intéressé en fait dans le film, et du coup, ça passe vite au point où il y a des trucs où je trouve ça un peu. Mais c'est ok. Coup, je comprends complètement ce que tu dis, mais je trouve pas ça incohérent parce que toute cette partie de balade dans Paris, etc., c'est du point de vue de Lucien. Et Lucien, c'est vraiment un mec qui est littéralement au placard, puisque sa sexualité est dans un placard. Donc c'est le fils de la ministre de la Santé. On va pas spoiler la fin du film, mais il y a vraiment un truc autour de sa sexualité. Et le mec n'est jamais sorti ses réponses dans le ministère de la Santé. Et donc je trouve ça logique que du coup, quand tu es du point de vue de Lucien, on ne rentre pas dans les côtés problématiques des kiffeurs, dans plus détaillé ce que c'est Humbert, parce que Lucien, c'est la personne gay qui découvre le milieu et donc n'est tout de suite pas au courant de tout ce qui constitue chaque identité. Même si, sans doute que ça aurait été plus diversifié de le montrer, j'aurais trouvé ça incohérent à partir du moment où tu suis Lucien. Ouais, mais on suit pas que Lucien, c'est ça le truc comme tu expliquais. Oui, mais Michel le Kiffer est du regard de Lucien. C'est le héros aussi, Lucien. Enfin, Jim Queen, il regarde personne à part lui-même, quoi. Sauf sur les 5 dernières minutes du film. Même sur les 5 dernières minutes, je le sauve pas. D'ailleurs, moi, ça m'aurait bien aidé l'hétéros parce que j'ai essayé de regarder le foot hier et je n'ai rien compris. J'ai vu le but, j'étais là, waouh! Et Jim Queen, c'est certes un film drôle, mais qui a je trouve des petits messages sous-jacents qui ne sont pas nécessairement, et du coup c'est sur ça aussi que je vais rebondir sur Lucien Sadaron, du coup Bayer donc c'est le laboratoire Bayer, qui est aussi affilié à Monsanto avec le glyphosate, et du coup on fait partie des acteurs responsables du scandale du sang contaminé en France, même s'ils n'ont pas reconnu, ils ont indemnisé à hauteur de beaucoup d'argent des victimes du scandale du sang contaminé. Donc pour ceux qui n'auraient pas l'histoire sur plusieurs années, mais techniquement ils ne pouvaient pas être au courant avant qu'on découvre le VIH et le sida, parce que donc, le VIH c'est le virus en tant que tel, mais à cette époque on en mourait parce qu'on développait le sida. Donc avant que ce soit découvert, on ne peut pas les rendre responsables, mais après si. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Des personnes séropositives ont donné leur sang. On s'est rendu compte que le sang était contaminé. Donc techniquement, quand on a du sang contaminé, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut le chauffer. Et en chauffant le sang, ça annule en tout cas le virus. Ou le jeter. Et ils ont sciemment décidé de le distribuer quand même. Ce qui fait que les personnes hémophiles... Sans rien faire, sans le chauffer, etc. Pour des questions de thunes. Et donc les personnes hémophiles...
donc qui ont des problèmes de coagulation sanguine, ont tout été contaminés et une grosse partie est décédée. J'ai plus les dates exactes, donc je vais pas les sortir, mais c'est sur environ 2 ans, dans les années 80, fin des années 80. Et donc il y a ça, Bayer. Donc c'est pas les seuls, hein, parce que le ministère de la Santé est au courant. Déjà, il y a eu un procès, etc. Et aussi, donc je lisais sur les labos hier, ils ont acheté des lots de femmes juives. On a retrouvé des lettres des mecs de Bayer qui ont acheté des lots de femmes déportées juives à Auschwitz pour faire des tests dessus. Donc c'était 150 femmes environ. Et donc il y a une lettre qui disait les 150 sujets sont morts, il en ferait d'autres. Sympa. Donc c'est ça, les laboratoires Bayer. Oui. Et non, techniquement, c'est eux qui ont inventé l'aspirine, sauf que Nick, en fait. Donc c'est vraiment, pour le coup, même si du coup ils vont pas le développer dans le film, c'est un pied de nez à ça, le fait d'appeler la putain de ministre de la Santé Christine Bayer. Oui. Et merci pour ce petit point historique. Ça fait déjà un moment qu'on parle, mais est-ce que vous, il y a des films queer qui vous ont marqué, des films d'animation queer dont vous voulez parler ou... Parce que moi je sais que par exemple récemment j'ai vu des choses qui m'ont plu, qui m'ont moins plu. Surtout j'ai vu Nimona, qui est vraiment le banger qu'il pense être. Qui est un film qui a eu, pareil comme Jim Queen, enfin même pire que Jim Queen, qui a eu beaucoup de mal à se produire, qui a fait le tour de 3 ou 4 studios différents de prod, qui devaient être distribués par Disney, puis ensuite par DreamWorks, puis ensuite qui a fini sur Netflix, qui a mis beaucoup de temps à se produire, et qui raconte l'histoire un chevalier gay et un jeune personnage polymorphe, métamorphe, qui peut se transformer en tout ce qu'il veut. Et globalement, cette histoire de ces deux-là vont être des traîtres à la nation, et ils vont devoir battre la grande méchante hétéro qui essaye de les tuer. Et le film est un très très bon film pour enfants qui va parler de transidentité et de comment on se trouve son identité. Et c'est un super film que je recommande grandement. Voilà. Est-ce que vous, il y a des films comme ça qui vous ont un peu marqué ou quoi ? Alors moi, je regarde très peu d'animation, donc je sais même pas si j'ai vraiment déjà vu un autre film queer d'animation, enfin en mode hyper explicite. Ma seule rêve qui n'est pas du tout explicitement queer, c'est Luca. Aïe. Luca, le film où il embrasse ta copine à la fin là. Il l'embrasse pas. Non, je regarde, mais vraiment rien du tout. Donc c'est bien en fait que Jim Queen existe parce que c'est le premier que je vois. Mais non, c'est vrai que j'en ai jamais vu et je pense que c'est. Enfin, j'aimerais trop voir ce que tu dis là parce que. Nimona, pour moi, c'est déjà le film. Outre le fait qu'il soit queer, il est vraiment très très bien. Et franchement, en plus, en termes de représentation trans, je pense que pour les jeunes, en tout cas, on n'a pas fait mieux, quoi. Enfin, le personnage est trop bien écrit et je peux pas tout vous raconter, mais c'est vraiment très très bien écrit, quoi. En plus, je trouve que la transidentité, comme je disais tout à l'heure, on en parle beaucoup dans les docus et tout. Dans la fiction, c'est plus compliqué, mais en plus dans l'animation, ça donne trop envie justement. Vraiment. Je pense que c'est d'autres outils narratifs et tout pour en parler. Et juste, j'aimerais du coup revenir faire un reparallèle à Jim Queen par rapport à ça. On parlait rapidement de la représentation, la non-représentation de la transidentité rapidement dans le film. Parce que moi, je pense qu'il y a quelque part en moi où j'ai quand même été blessé un petit peu par le film. J'ai d'autres amis qui ont vraiment très très mal vécu le film et tout. C'était pas à ce point, mais je comprends complètement que ça peut être le cas. Mais je trouve que c'est encore un film qui a soit une réalité qu'on connaît déjà, qu'on voit déjà tout le temps, tous les jours, et qui utilise tout l'univers, le symbolisme phallique et tout. Et on n'a pas forcément besoin, quoi. Je veux dire, on sait que les gays aiment les tops, quoi. Il n'y a pas besoin y a pas besoin de plus. Et en fait, je lisais tout à l'heure pourquoi ils ont décidé de ne pas représenter d'autres personnes de la communauté. Donc, je pense qu'en effet, ça ne servait pas à grand-chose de représenter, je sais pas, des lesbiennes. Enfin, c'est pas le sujet. Mais en fait, le truc, c'est que les personnes trans, c'est pas genre un truc à part. Enfin, tu peux être gay et trans, quoi. Et là, ils expliquent qu'ils n'ont pas eu assez de thunes pour en gros faire des sous-intrigues. Et je t'en mets, donc être trans, c'est une sous-intrigue. Alors que, en fait, c'est comme si, comme on disait, c'est un peu un film catalogue. Voilà, il y a les kiffeurs, il y a les bières et tout. Être trans, c'est pas genre
un kink, enfin c'est pas un truc en Bah plus ouais. qu'ils auraient pu rajouter. C'est ça. Et en vrai, je suis grave contre le délire de faire des films cahier des charges. On dit voilà, il y a ça pour être sûr. Mais quand tu sais que ton film va, enfin, à ce niveau d'attente des gens, que ton film va probablement marcher, qu'il va aller aussi loin. Bon, tu peux pas anticiper que tu vas à la canne et tout. Franchement, ça coûte rien de mettre un perso trans, Oui, de mettre enfin. quelqu'un dans la foule au loin. Et alors justement, je crois qu'il y a un pélo qui a dit il y a un mec qui a des cicatrices de torso. Je l'ai vu 4 fois, je l'ai pas vu. Bon, voilà, c'est peut-être où est Charlie, je ne sais pas. Mais vraiment, ça te coûte rien. Et moi, ça m'aurait pas dérangé qu'ils le fassent juste pour les quotas et Ouais. qui, tu vois, enfin, juste ça aurait fait du bien. Et aussi, on en a pas parlé, mais la scène de fin, enfin, pardon, c'est grave un spoil en fait. Non, mais c'est pas grave, au pire, Mais Elle est bon, dans je la pense que bande-annonce. plein de gens en ont parlé, mais il y a une sorte de pride, enfin de marche des fiertés Ouais. et tout. Là, oui, où- c'est vrai que c'est bizarre qu'il y ait que des gays. Non, il y a Euh, alors techniquement, il y a des meufs. Ah oui, je crois que j'en ai vu oui, il y quelques-unes. a Alors- les fameuses meufs. Non, mais- Attention, elles ont des bananes. Pour le coup, elles ont vraiment des bananes. J'ai pas vu un mousqueton, mais peut-être. Ok, Mais oui. Mais du coup, ça reprend aussi ce truc de. Enfin, en fait, juste, comme tout le monde le sait, les personnes à avoir lancé les marches des fiertés, c'est pas du tout les gays blancs du marais, quoi. Enfin, Non, c'est ouais. les meufs transracisées, en fait. Mais bon, why not réécrire l'histoire, hein, Écoutez, pourquoi pas. écoutez, Après, j'avais c'est une- un choix. J'avais une question, moi, sur les. Parce que pour le coup, le fait qu'il n'y ait pas de mec trans aussi, je comprends que ce soit un souci. Comment on aurait pu représenter un mec trans sans être justement tomber dans le cliché ou enfin, partir, je sais pas. C'est Oui, sans être dans le cliché de Ouais. quelqu'un qui a une torso, quoi. Après, C'est mais ça. même, en fait, tu peux faire le deuxième Jim Bro là. Tu peux en faire facilement un perso trans. Tu lui rajoutes juste des Pavel. cicatrices. Oui, Pavel, tu le fais Ah, il expliquer est- à la testo. J'aurais trop Enfin, kiffé. c'est Mais oui, en plus, je trouve qu'il y a- faisable ouais. en fait. Il y a grave un rapport entre les mecs trans et aussi cette volonté Bah d'avoir ouais, un corps c'est comme ça. Mais quoi. Pavel Enfin, aurait dû être transmasque. oui, Déjà t'aurais qu'il prend de la pu, c'était testo, facile. techniquement. Sauf que lui, il lui fait une vanne en mode c'est quoi tes vieux boutons, t'as abusé de la testo. Ah non, t'as le singe. C'est oui, littéralement ça, là. oui. Mais grave, il y a ça, et puis, en fait, il y a plein de ressorts narratifs dans le film que je trouve auraient pu être un peu changés pour être un peu plus, voilà, même genre le fait que l'hétérose, ça te rend hétéro, mais du coup, vraiment, la bisexualité, c'est une impossibilité dans le film. Il y a Alors un que- mec bi. Ça, ouais. À la fin, franchement, ils auraient pu faire un truc où genre Jim Quinn est bi, je sais pas, ça aurait été drôle, tu vois. Enfin, bon, bien sûr, tu deviens pas bi en jouant pour l'hétéro, mais je veux dire, je trouve que le film se met des murs, peut-être par souci de légitimité, hein, peut-être Ouais. que les auteurs se sentaient pas de le faire, comme tu disais Maë, Ouais. tout à l'heure. Mais franchement, moi, je m'en fous. Enfin, rajouter quelqu'un qui a des cicatrices de torso, même si on sait très bien que tous les mecs trans la font pas et tout, mais genre juste, voilà, moi, ça m'aurait juste un peu rajouté un petit peu Ok. de magie dans le film, de me dire, allez, On c'est est là. passé devant Thierry Frémaux. C'est Exactement. déjà ça. Et dernier truc dont on n'a pas trop parlé, d'ailleurs j'en ai pas entendu beaucoup parler sur internet et tout, mais la seule meuf, enfin le seul personnage principal meuf, du coup la sorte de guide de Jim, je sais plus. Ouais, son bah nom. sa meilleure pote. Nina. là, Sa meilleure Nina. pote, ouais. Je sais pas trop quoi penser de ce personnage. La seule meuf racisée qui, je trouve, répond aussi à plein de clichés aussi un peu de la Ah meilleure ouais. amie noire, on va pas se Bah, mentir. c'est la meilleure amie infirmière, voilà qui quoi. est hétéro aussi, est alors qu'elle a hétéro, l'air Ah, tellement ça, je suis lesbienne. pas sûre qu'elle soit hétéro pour le coup, parce qu'on parle pas du tout de la sexualité de Nina dans. Alors moi j'ai l'impression que si de ouf parce qu'elle veut. Enfin, il y a tout un lore sur le fait qu'elle veut un peu choper Jim. Bah, ou qu'ils oui, vont se alors, choper. pour le Au coup, début, oui, Et- quand elle est sous, je sais quoi, c'est LSD. Non, ou- c'est lui qui l'embrasse techniquement. C'est Oui, pas mais, elle. mais elle est sous drogue aussi. Enfin, Ouais, elle bah, a c'est elle l'impression toute de se seule. rattirer Oui, vers oui, lui c'est aussi, ça, tu je crois. vois. Je sais plus, ouais. Mais pour Mais le coup, c'est pas Nina, impossible. moi je l'avais ressenti aussi qu'elle avait un crush sur Jim, mais j'en ai parlé à des potes qui étaient non. Mais c'est soit un personnage hétéro, soit un personnage qui n'est pas Oui, il est bien sexualisé. défini par ça, ouais. pour le coup. Sur du coup les films que tu peux conseiller en film d'animation queer, moi je voulais juste rajouter un truc sur le côté animation adulte de Jim Quinn. J'ai lu un commentaire hier parce que je voulais voir parce que j'ai vu les critiques sur Instagram, mais je voulais voir s'il y en avait aussi de personnes sur Allociné. J'ai lu un commentaire exceptionnel. Je vous le lirai en off, d'une personne hétéro qui dit que vraiment tout ce qu'on pourrait imaginer d'une personne hétéro-homophobe, que c'est lunaire, que c'est pas du tout un film pour les enfants, que c'est très vulgaire, etc. Oui, ça n'est pas un film pour les enfants, mais comme Et Sausage oui. Party l'était. Enfin, il y Mais a en un fait, moment, regarde il y a- les Il films. y a toujours, même si on a un cinéma d'animation en France qui est absolument zinzin, des gens pour dire que l'animation est pour les enfants. Et Jim Quinn, c'est vraiment un film qui, pour le coup, leur fout un coup de pied dans la gueule en disant non, c'est pas vrai. Parce que on a d'autres films très adultes d'animation. Mon film de guerre préféré, c'est un film d'animation, c'est Valse avec Bachir. Tu vas pas montrer Valse avec Bachir à ton môme, c'est tellement
dur, violent. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est un film israélien qui a fait être interdit en Israël parce qu'il dénonce le système. Voilà, Volsek Bachir, c'est un mec qui a fait le service militaire, qui a participé au massacre de Sabra et Shatila, un mec israélien, et qui sait qu'il a fait des dingueries et des trucs horribles et qu'il aimerait bien s'en souvenir parce qu'il l'a blackout, et du coup il fait un film sur son processus de retrouver sa mémoire. Mais bref, c'est pas le sujet, mais donc l'animation est trop ramenée à l'enfance, et c'est aussi pour ça que j'étais contente de voir le film. Et ensuite, moi j'ai pas vu de film d'animation queer à part celui-là, mais actuellement il y a un film que j'aimerais bien aller voir d'animation, qui pour le coup n'est pas queer, mais que j'ai peur parce que j'ai lu la BD. Ah, In Waves. J'ai lu la Ah, ça a BD l'air trop et bien. la BD m'a fait pleurer toutes les larmes de mon corps. J'ai blackout la BD parce qu'elle m'a vraiment. Ma mère est fan de surf, donc c'est pour ça qu'on l'avait à la maison. Une autre adaptation de BD queer. Non, je rigole. C'est Le bleu est une couleur chaude. Bah, N'en parlons pas. Oui, sauf que la BD en Non, elle-même, ça- moi je l'ai lu jeune et je l'ai bien aimée, même si j'ai plein de potes qui me disent non. Non, Donc je trouve l'ai que pas la BD relu, est je vais horrible aussi, je vais la garder en mode c'est un souvenir de lycée qui était pas mal. Le film Non, c'est pas, non, c'est pas bah pour les toi gays. t'adores Keshish, mais Oui, mais bon, non. c'est pas sur le rapport au lesbianisme qu'il est intéressant. Et du coup, ouais, In Wave, je vais aller le voir, mais il me fait flipper. Parce que ça va être terrible. Eh bah écoutez, ça fait plus d'1 heure qu'on parle, donc je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Est-ce que, avant de se quitter, vous avez une petite reco culturelle? Toi, tu viens de nous parler de In Waves, mais peut-être que tu as d'autres choses. Alors, Peut-être quitter le cinéma ou quoi, si vous avez un truc à recommander, là c'est maintenant. alors, c'est pas un truc à recommander, mais ça fait depuis 5 ans que j'essaie d'écrire un bouquin qui est une histoire d'amour entre. Justement, en fait, je m'inspire de moi, de mes potes, etc. Et donc, entre un mec gay et un transmasque. Donc, on verra si jamais ça sort. Enfin, si je l'écris, je te l'enverrai. Voilà. Parce que justement, je suis une Est-ce personne. que tu veux qu'on fasse une cagnotte? On Je vais l'annonce d'abord maintenant. l'écrire. Bah non, Non, mais- justement. Je- Ça, tu récupères l'argent et tu dis, ah désolé, j'ai pas pu l'écrire. Je suis une personne non binaire, j'ai énormément de mes meilleurs potes qui sont des mecs trans, et j'en avais marre de quand il y a des récits trans qui soient absolument, soit dans le documentaire comme tu disais, soit terribles, soit joués par des personnes qui sont cis, et du coup je voulais faire une représentation qui soit pas comme ça. Et toi, Elios, est-ce que tu as un petit truc à nous recommander? Si tu n'as pas, c'est ok. Moi, je peux parler de 1000 trucs. Car je suis au chômage, donc je ne fais que ça, regarder des trucs. Regarder des trucs du coup. Regarder des trucs, enfin lire des livres, tout ce que tu veux en fait. Une petite reco culturelle, un petit truc que t'as aimé récemment. Même un truc qui est pas sorti récemment, si t'as regardé. Un jeu vidéo. Hein. Oui, un jeu, tout ce que Ouais, tu je veux. crois que je vais parler d'un jeu vidéo qui Mais n'a vas-y. rien à voir avec des thématiques queer. Vraiment. Mais vas-y. Mais c'est Minecraft. juste mon- Est-ce que vous connaissez Minecraft? Non, mais c'est juste un jeu. Je fais que ça de mes journées en ce moment. Ça s'appelle Paralives. C'est, enfin, je sais pas si tu connais, Robin, t'as dû en entendre parler. Bref, c'est pour les kiffeurs de Sims, mais en mieux. Et juste, j'aime trop parce que je suis très très fan d'urbanisme et tout. Et c'est le même concept que les Sims, mais version européen et petit studio indé, et Ouais, ça- beaucoup mieux que les C'est Sims. tellement mieux que les Sims. Et en fait, juste j'aime trop parce que je vois tellement la différence avec les Sims, qui est vraiment, c'est une architecture mais tellement américaine, tellement enfin horrible, et juste et là dans Paralives en fait t'arrives déjà, t'as un petit village qui est déjà tout fait, t'as une église en ruine, on dirait que t'es à la croisée entre la Méditerranée, un peu la Bretagne, enfin c'est trop beau, tu peux tout faire, tout ce que tu pouvais faire dans les Sims. Bien sûr, le chara design est trop bien, tu peux faire plein de personnages trans et ça c'est super. Wow. T'as pas besoin d'installer les mods. Oh, wow. Et ça c'est cool. Est-ce qu'ils sont trans comme dans le truc de Nintendo là, où juste tu dois choisir s'ils sont des filles ou des femmes, et tu cliques sur non binaire et tu te dis est-ce qu'ils sont genre au féminin ou au masculin. Ah oui, non, je crois qu'ils demandent même pas justement. Mais genre t'as plein de trucs physiques que tu peux faire. Tu peux faire des cheveux avec plein de couleurs différentes dans les cheveux même. Genre, tu peux faire les racines, les cheveux et les C'est zinzin. C'est vraiment zinzin, genre. Voilà, et je ne joue qu'à ça. C'est très bien. On est en train avec Romain, on y joue, donc Romain qui est président de l'assaut, et on est en train de créer notre ferme de l'assaut. On fait tous des petites chambres dedans. C'est trop bien. Voilà. Il faut que j'installe le jeu. Et puis en plus le jeu est pas très cher, comme ça. Non, il est en promo comme c'est les soldes d'été de Steam. Donc je crois qu'il est à 31 €. Ça reste un prix, mais c'est un petit studio. Bah et ouais, là, c'est juste la version bêta. Ils font des mises à jour tout le temps. Et c'est déjà incroyable. Genre, Et c'est déjà incroyable. Mon Mac ne tient pas, mais c'est ok. C'est ok. Eh bien moi je vais vous recommander de la musique pour tout changer. Il y a quelques jours, il y a Enaria
qui a sorti son dernier single Crash Out. C'est de l'hyperpop qui tape. Qu'est-ce que vous voulez que je Comme vous dise d'hab. de plus? Comme d'hab finalement. Mais c'est le moment en fait, elle va bientôt sortir son album. Donc c'est le moment de rentrer dans le train de Enaria. Et de kiffer en fait, la musique est trop bien, l'esthétique est trop bizarre. Je sais pas si la meuf est queer ou quoi que ce soit, mais en tout cas son esthétique n'est que Ok, queer, donc trop bien. kiffer en fait. Mais Voilà. j'ai grave envie en plus de découvrir l'hyperpop parce que j'ai enfin commencé à écouter Eloi 10 Oh ans après. Oh le bonheur. Mais j'ai commencé à écouter à Cannes justement. Et Ouais, j'ai vu que tu mettais dans tes notes et dans tes stories. Et c'est trop bien, donc faut que tu me fasses une playlist. Mais je bien pense. sûr. Trop bien. Alors, ça me rappelle, il y avait quelqu'un qui avait eu le malheur de me demander historique de l'hyperpop sur WhatsApp. Pas le pavé qui s'est tapé. Un seul pavé? Non, 7. Ah voilà. Mais voilà, donc la folie de l'hyperpop me prend encore. Et donc écoutez Enaria, c'est vraiment super. Elle n'a pas beaucoup d'auditeurs, mais c'est vraiment top. Voilà. Trop bien. Et ben merci à vous pour cet épisode, c'était super. Merci. Elio, c'est j'espère super. vous revoir vite. Enfin vite. Bon, à la rentrée, À la je pense rentrée, qu'on va ouais, se voir tranquille tranquillou. quoi. Promis, je serai là plus souvent. Ouais. Ça fait Le 2 podcast épisodes. aussi sera là plus souvent, on Oui. l'espère. Oui. Voilà. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Et puis n'hésitez pas à suivre l'assaut sur ses réseaux, liker le podcast, mettre 5 étoiles, tout ça. Et puis on se revoit très vite pour un nouvel épisode. À bientôt, bye bye. Bonne route, partenaire. Vous partez quand? On fout nos histoires. J'ai envie de fermer et d'aller me coucher. Alors tu vois, je suis fatigué là. Vous avez fait du bon boulot ce soir. En dépit de tout ce qu'on peut vous raconter, les mots et les idées peuvent changer le monde. Au revoir, monsieur Simon.